Bonsoir, bonjour, selon l'endroit où vous êtes, et bienvenue pour cette nouvelle saison de printemps, à la Maison française de NYU. Ce début, ben voilà, et on pensait que ce serait beaucoup plus facile parce qu'on imaginait qu'on n'aurait plus aurait plus à porter les masques, qu'on n'aurait plus de restrictions, mais malheureusement, ça continue un petit peu. J'espère que ça va s'arrêter très vite. C'est bien parti pour, et donc on pourra tenir notre programme en personne parce que le printemps va être très riche avec des colloques, des festivals, deux festivals très attendus en avril, des films, des expositions, des concerts. Eh bien, pour commencer cette saison de printemps, je suis très heureux de recevoir une romancière, Gabriela Trujillo, et en fait, qui écrit un premier roman. Alors, c'est effectivement, commencer par un premier roman, je crois que c'est pas banal parce que finalement, c'est donner aussi la primeur à quelqu'un qui entre en littérature, si on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est pour un livre qui s'appelle L'invention de Louvet. Alors, c'est un livre qui est paru à la rentrée de septembre. Et en repensant un petit peu à cette rentrée, je me suis souvenu d'une réflexion d'une amie écrivaine qui m'a dit ceci. Elle m'a dit, au fond, une rentrée littéraire en France, c'est comme un hall de gare. Il y a 600 personnes qui attendent que les trains passent et on ne sait pas. Alors, certains ont des places réservées dans la business class, hein, c'est des grands noms. Et puis, voilà, il y a d'autres attendent et peut-être ne partiront jamais. Voilà. Alors, pour Gabriela Trujillo, eh bien, le train est parti, mais peut-être en prenant des voies différentes. Et je suis très heureux justement de dire que le bouche à oreille, le travail des libraires a permis à beaucoup, dont moi, de découvrir ce livre magnifique. Moi, c'est mon libraire préféré qui m'a dit mais tu sais, il faut lire ça, c'est vraiment c'est la découverte de la rentrée. Et je ne connaissais pas du tout Gabriela, je ne connaissais pas son livre, et je l'ai lu et j'étais complètement emballé. Donc je suis heureux qu'à l'occasion de sa venue à New York, elle puisse nous rendre visite à la Maison française. Gabriela donc, Trujillo est née au Salvador, elle est arrivée à Paris à 18 ans et dirige aujourd'hui la Cinémathèque de Grenoble. Le livre en question est une plongée dans l'enfance, à la recherche, je dirais, d'un trauma, me semble-t-il, mais c'est tout en finesse. Ce sont des fragments de souvenirs, des sensations, un mélange extrêmement subtil, raffiné, délicat d'affect, à hauteur d'enfant, et en même temps aussi dans la remémoration d'une adulte. Alors, on va discuter avec Gabriela. J'aimerais aussi l'entendre sur ce projet, comment elle est venue à écrire ce livre. Et je voudrais aussi lui faire lire quelques extraits. D'abord, peut-être un mot sur le nom, l'invention, le titre, l'invention de Louvet. Pourquoi l'invention? Pourquoi Louvette? Il y a Louvette, puis il y a aussi un personnage, elle, juste l'initiale. Est-ce que Gabriela, tu pourrais nous dire un petit peu comment tu as choisi ce titre? Absolument. Merci beaucoup pour votre accueil à chacune et chacun. Merci vraiment, je suis très heureuse d'être ici. Et pour parler de ce livre, alors, il y a eu plusieurs étapes, même dans le titre de ce film, mais certains parmi vous ont reconnu un hommage à un un écrivain argentin qui a écrit donc, L'invention de Montréal, qui est un livre de Adolfo Bioy Casares. Et je voulais vraiment être dans cette perspective qui est chez Bioy Casares, c'est presque de la science-fiction, c'est-à-dire il y a l'invention d'une machine qui permet à un homme amoureux d'entrer dans une histoire, dans l'histoire d'une femme, donc de l'image d'une femme dont il est amoureux. Et je voulais vraiment que ce personnage ait cette dimension de l'invention, c'est-à-dire qu'on ne sache jamais qui invente qui. C'est-à-dire, est-ce que c'est une petite fille qui raconte son histoire et qui imagine une femme qu'elle deviendra par la suite, une femme qui s'en sort, qui est peut-être la même,
qui est peut-être elle qui a réussi à avoir de l'amour, à partir, à survivre? Ou est-ce que c'est une femme sans mémoire qui invente une enfance qu'il n'y aurait plus d'avoir? Et c'est pour ça que enfin, Louvet me semble aussi un nom important parce qu'il vient d'un autre auteur français qui est Marcel Schwab. Donc c'est un personnage, c'est un avatar d'un personnage féminin qui m'a toujours fasciné, qui s'appelle Monet. Et donc Louvet est cette petite fille qui descend à la fois de la science-fiction la plus romantique de Leo Casals et de Marcel Schwab. Et par ailleurs, qu'une adulte, justement, qui n'a pas de personnalité définie, s'appelle, elle, une simple initiale, ça me permettait aussi de jouer avec le son, les sonorités de elle, une anonyme, simple et funk, et justement pour ne pas savoir exactement qui invente qui. Il est question de l'apprentissage des langues, et ça nous touche ici particulièrement, parce qu'on est dans un espace anglophone, francophone, hispanophone, comme les New York particulièrement. Et donc, dans un passage que je trouve très, très beau, sur justement cette Louvet qui découvre les langues. Et aussi, c'est important, c'est pas simplement une affaire de linguistique, c'est aussi parce que c'est l'amour des mots qui naît, le fait d'apprendre à lire et de se passionner pour la lecture, puis ensuite pour l'écriture. Et paradoxalement, c'est au fond une manière aussi de ne pas parler. Hein. Au fond, ce n'est pas le choix de la parole, c'est le choix de la lecture et de l'écriture. Oui, absolument. C'est un jeu aussi. Je voulais que Louvet soit une petite fille qui ne sait rien faire, qui est extrêmement maladroite, mais qui aime tout, surtout les mots, et jouer justement avec les mots et prendre une nouvelle langue comme un nouveau terrain de jeu. Parce que je pense que, comme d'entre vous certainement, la possibilité d'avoir appris d'autres langues assez jeune me permettait justement de m'évader, de me réfugier vraiment dans un autre monde, dans d'autres sonorités. Et je trouve que c'est extrêmement important, et c'était ça le champ le plus vaste de la vie de Louvet. Est-ce que c'est une expérience parce que je sais bien que Louvet, c'est un personnage, voilà, mais c'est une expérience qui correspond à ton propre apprentissage? Oui, j'ai moi-même appris à lire en même temps en français et en espagnol, en étant dans une école française, dans un pays hispanophone. Et par ailleurs, après, j'ai très vite appris l'anglais. Et après, voilà, le collège, le lycée faisant que aussi j'ai appris d'autres langues. Donc effectivement, je pouvais aussi, je savais de quoi je parlais. Quand je voulais rendre hommage à mon apprentissage de l'enfance, en fait, mon apprentissage qui est le fait d'apprendre à lire dans deux langues à la fois, c'est un double émerveillement. Et en même temps, il y a la langue du dedans et la langue du dehors. Hein. Est-ce que tu pourrais dire ce que ça signifie? Oui, la langue du dehors, d'abord. C'est celle que le personnage entend autour d'elle. C'est une langue naturelle. C'est une langue qu'on parle fort, qu'on prononce mal. Aussi, si vous connaissez l'accent de l'espagnol d'Amérique centrale, et plus particulièrement du Salvador, c'est une langue qui est teintée un peu d'allure caribéenne presque. Donc on mange beaucoup de lettres, on mange beaucoup la fin des mots. Et donc cette langue de l'extérieur, elle est comme ça, elle est immédiate. Oui, je voulais qu'elle soit presque stridente pour Louvet, qu'elle soit forte, qu'elle corresponde aussi à certains moments de la journée, certains moments de l'année. Et par ailleurs, la langue du dedans, je voulais que ce soit pendant un temps son jardin secret, en quelque sorte, le monde aussi, qui va lui rester comme un refuge quand elle se rendra compte de la situation qui entoure le lieu où elle est née. Et donc, je voulais vraiment qu'elle puisse se réfugier dans une autre langue, qui est une autre promesse. Et c'est pour ça, je pense aussi que j'ai voulu construire ce personnage en ayant moi-même, et ça a mis du temps aussi. C'est pour ça que je pense que c'est important tout le temps de maturation que pour un premier roman, parce que pour moi, c'était un choix d'écrire dans une langue qui était la langue du dedans de Louvet et qui était ma langue de cœur, ma langue de choix. Est-ce que tu veux bien lire un passage? Bien sûr.
ici jusqu'ici. D'accord, merci. Ça s'appelle le cœur des carrés du royaume. Depuis son entrée à l'école, Louvette possède 2 langues, une langue du dedans et une du dehors. La langue du dedans, c'est son nouveau domaine, le français, dont elle devine avant tout les interstices, les silences. Avec qui le parlerait-elle, sauf dans les manuels? Elle tentera d'en détacher toutes les syllabes, d'imiter le parisien pointu. Mais c'est à la nonchalance de ces « e » qu'on reconnaît qu'elle vient d'ailleurs. Elle gardera les traces de ce double apprentissage. En fin de journée, par exemple, Louvette, qui s'est autoproclamée la reine du R, n'arrive plus à prononcer les gutturales ni à les gracier correctement. Elle n'a plus la force des fricatives vibrantes. Lorsque sa langue ne jongle plus, toutes les consonnes sont battues. Elle se réfugie dans un sablier mollasse. Elle chointe. La voilà sommée de demander si les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches ou archi-sèches. L'institutrice s'approche d'elle et lui demande de répéter. Cela amuse la compagnie. Louvette rit aussi, par contagion, comme celui qui rigole en dernier est plus fort que tous, parce qu'il n'a pas compris la blague. D'ailleurs, elle mettra des années à la comprendre. C'est que matin, midi ou soir, bon an, mal an, Louvette n'arrive pas à se débarrasser de son sucellement. Le S lui file entre les dents. Et l'effet comique est assuré lorsque vient le moment de s'enquérir aussi sérieusement qu'au reste, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur votre tête. Le français est sa langue de cœur, le paysage sans lieu où elle n'aurait pas pu ne pas aller. Elle y creuse un monde infini et intime. La langue du dehors est celle, spacieuse, franche, riante, obscène, simple et ouverte, que tout le monde parle fort. C'est aussi la langue dans laquelle elle compte. Un espagnol chantant, aux allures indolentes, à la conjugaison douteuse, un espagnol teinté d'idiotisme et truffé de mots intraduisibles. Une langue vorace comme une plante carnivore des tropiques, sans S, sans D, sans B. Cette langue, Louvette la parle vite, comme elle joue, comme elle souffle. Plus tard, sans s'annoncer, arrive une langue tierce, empirique. Une langue sensuelle, frémissante et voilée, entièrement faite d'assemblages vertigineux. L'anglais des chansons qu'écoute le père, l'anglais des documentaires animaliers, l'américain des dessins animés, le new-yorkais qu'elle parle avec la famille de la mère. La langue cryptée avec laquelle les grandes personnes croient pouvoir lui échapper, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Louvette a tout suivi de leur conversation secrète. Merci beaucoup. Alors, Louvette, c'est une jeune enfant un peu indocile et en fait, elle est dans un milieu assez composite, éclaté, et cet aspect composite, donc dans la différence des langues, se retrouve aussi dans son éducation religieuse, parce que quelque chose de singulier dès le départ, c'est que, bon, par un effet de circonstance, elle est élevée par personne donc, indienne, toltèque, alors on va lui donner ensuite une éducation très catholique, et il y aura toujours un soupçon que finalement, cette espèce de baptême parallèle a influencé beaucoup son caractère. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu? Bien sûr, alors il y a une chose qui est liée à l'origine même de Louvette en Amérique centrale, c'est qu'effectivement, comme beaucoup de familles bourgeoises, son éducation, au moins les premières années, est confiée à une nounou. Et ces nounous, souvent, elles sont d'origine indienne. Alors, pour Louvette, ça va créer un lien très fort à cette personne qui sera vraiment sa nourricière. Louvette a une mère un peu froide, on va dire. Le personnage ressent en tout cas une certaine distance et il va chercher vraiment à se rapprocher de quelqu'un qui est par ailleurs très réservé, qui est aussi dans une position sociale bien déterminée, mais il n'empêche qu'il lui fournit beaucoup d'amour et surtout une forme de mysticisme qui vient de sa culture précolombienne. C'est-à-dire qu'il y a, malgré justement l'homogénéisation
d'une société comme en Amérique centrale, c'est-à-dire où le Salvador, c'est un pays, et je partage ça avec vous, justement, d'avoir grandi dans ce pays, où, voilà, socialement, il y a une grande différence entre voilà, les personnes d'origine indienne et d'autres plus européennes. Ce sont des pays qui sont fondamentalement racistes aussi. Et donc, Louvain est ça d'une autre manière, c'est-à-dire que par accident, elle est, puisqu'on voit qu'on la néglige un peu, les Indiens qui sont proches de sa nourrice décident de la baptiser. Donc elle reçoit un double baptême. Elle reçoit un baptême indien et ensuite elle reçoit une éducation catholique. Effectivement, sa vie va passer à basculer voilà, de la sainteté ou de l'envie d'être sainte au sens catholique à de toute façon se former grâce à sa nourrice, à se former à des choses qui n'étaient pas le centre même du roman, mais il fallait qu'on ressente aussi que voilà, qu'elle sait, qu'elle comprend certaines chansons, certains termes de sa nourrice, et qu'elle apprend aussi certains rituels qui ne sont pas très catholiques. Oui. Justement, je voulais qu'il y ait ce mélange à la fois dans les langues et dans les voilà, dans les cultures aussi. Je sors un tout petit peu, je fais une parenthèse, je sors du livre un instant. Comment tu ressens ces questions-là de langue, d'origine à New York, où on entend pratiquement parler autant espagnol qu'anglais, avec des questions aussi sociales, aussi, avec des questions qui sont liées à la présence vraiment de populations d'Amérique latine. Comment tu dis les choses, comment tu les perçois à la fois dans la sonorité, dans le partage ou dans la critique, je ne sais pas, à New York particulièrement. C'est une ville que j'aime profondément et c'est vrai qu'il y a toujours un temps d'adaptation. C'est-à-dire qu'au début, je mets du temps à comprendre que je suis en train d'entendre de l'espagnol et que je peux arriver à distinguer les accents des pays. Et que je me dis, tiens, c'est une chose qui n'arrive ou très peu en Europe et qui, même si bien sûr on entend parler espagnol à Paris surtout, mais voilà, je pense qu'il y a toujours un temps d'adaptation et c'est peut-être ce mélange de cette ville tellement riche qui me fait sentir vraiment chez moi, même si c'est voilà, chez tout le monde. C'est pour ça qu'on se sent. Et je pense qu'elle, ce qui plaît à Louvain, ce qui me plaît moi particulièrement aussi dans l'apprentissage de plusieurs langues, dans les échanges entre plusieurs cultures, on le retrouve de manière intensive à New York. Mais c'est vrai que c'est toujours. Je ne sais même plus quelle langue je parle quand je suis ici. Ça me plaît. J'ai peur de ne plus jamais me remettre à écrire en français, mais j'aime profondément parler, entendre tout ce qui est. Moi, je dis espagnol, mais en fait, voilà, il y a énormément de langues espagnoles qui sont parlées. Toi, tu prends les différences et les sonorités, bien sûr. Oui, j'ai appris à distinguer les accents. Et bien sûr, tout se mélange en fin de compte, puisqu'il y a voilà, des hybridations de langues, d'accents, et forcément, on voit partout en bilingue des indications dans le métro, etc. Donc c'est vrai que ça décuple un peu l'attention aussi. C'est-à-dire que je n'ai jamais été aussi dispersée qu'à New York parce qu'à chaque fois, j'essaie de savoir comment répondre, qu'est-ce que je dois entendre et dans quelle langue je dois répondre. Bon, on n'aborde pas la question sociale, mais elle est quand même aussi présente aussi sur. Bien sûr, elle est inévitable aussi parce que c'est aussi une grande population, notamment salvadorienne aussi, qui est voilà, souvent une population immigrée, qui est une population aussi, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que. Enfin, je pense que de toute façon, la présence hispanique est tellement importante aux États-Unis. On la trouve vraiment à tous les niveaux. Mais est-ce que tu ressens, alors je m'adresse à toi, est-ce que tu ressens une forme de parenté, d'apparentement par rapport à justement ces communautés immigrées? Je crois que je n'ai jamais eu de nostalgie. En fait. Après, j'adore entendre du espagnol, j'aime beaucoup manger ici, mais je n'ai pas de nostalgie.
Donc c'est vrai que ce n'est pas... Oui. Voilà, Alors, je reviens à Louvette et donc à l'invention de Louvette. Là, on parle de choses bon, voilà, qui sont plaisantes parce que c'est l'enfance, c'est l'apprentissage des langues. Mais en fait, dans ce livre, il y a paradoxalement une très grande violence. Enfin, je dis paradoxalement parce que quand on le lit, on est pris vraiment dans un très grand charme de la manière dont tu décris justement les appréhensions, les apprentissages de Louvette. Mais voilà, il y a quand même des événements qui se passent qui sont très graves, qui ne sont pas soulignés parce que tu n'en fais pas une dramatisation. Voilà. Et je pense que c'est aussi une très grande qualité du livre, c'est que c'est là, c'est souterrain, mais il se passe des choses graves. Il y a des morts, il y a des kidnappings, il y a la guerre. Donc, est-ce que pour toi, tu avais là envie de faire que ce soit une sorte de fond, d'arrière-fond présent, ou est-ce que parce que tu n'expliques pas beaucoup, on sent qu'il y a de la violence. Hein. Oui, je voulais que d'une part, un enfant ne comprend pas tout de suite, ou du moins l'enfant que j'ai voulu décrire ici, ce personnage de Louvette ne comprend pas tout de suite, elle n'est pas tout de suite consciente d'être dans un pays en guerre, et je pense qu'une part de l'enfance est faite aussi de cela. Évidemment, on parle de quelqu'un qui a beaucoup de chance, hein, qui n'est pas dans le drame immédiat tout de suite. C'est quelqu'un qui a encore une enfance, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants dans un pays en guerre. Et donc, c'est sa grande chance. Et c'est sa grande force aussi. C'est-à-dire d'avoir un monde intérieur assez fort, assez solide, pour que même quand elle sait qu'il y a une tragédie, quand elle sait qu'il y a la violence, quand elle sait qu'il y a la guerre, elle ne la nie pas, mais elle la dépasse par une forme de joie, d'énergie folle. Et c'est pour ça que je voulais que la question du conflit reste hors champ. Et qu'on sente, bien sûr, je ne pouvais pas raconter l'histoire de cet enfant dans un lieu sans bien sûr donner des détails sur cet entourage, mais c'était un grand débat aussi avec les éditeurs de ne pas nommer le pays, de ne pas vraiment donner trop de détails, puisque ce n'était pas le centre du récit. Je précise que tu emploies le mot de hors-champ parce que quand tu es spécialiste du cinéma. Voilà, en termes de cinéma, mais c'est vrai que ce hors-champ qui s'ouvre, qui est vraiment. Voilà, elle n'en échappe pas, ce n'est pas quelqu'un qui refuse le rêve, mais elle cherche à le transformer. On sent que cette violence est là, tout le temps quand même. Et alors, bon, là pour le coup, il y a quand même quelqu'un qui incarne cette violence, c'est le père. Là, c'est un personnage qui est terrifiant. Terrifiant. En fait, moi, je voulais représenter une figure masculine exemplaire, mais pas au sens d'une figure idéale, mais vraiment d'une figure brisée et traversée par cette violence. Parce que je me suis rendu compte en travaillant sur des figures masculines, d'autres, d'ailleurs que la mère Platine, je me suis rendu compte que ces figures masculines sont justement entre un machisme centenaire, séculaire, et puis aussi avec cette injonction d'être fort, et c'est un homme qui est fou de toute la violence de ce pays. Et donc sa folie, elle se retourne à un moment contre sa fille, et c'est parce que c'est aussi sa préférée, parce que c'est aussi celle que... Voilà, c'est une histoire des gens qui aiment au mauvais moment et qui aiment beaucoup, mais qui aiment peut-être mal, je ne sais pas comment dire. Enfin, voilà, c'est une question de maladresse comme ça. Et cette figure du père, elle était effectivement... à un moment, je crois que c'est écrit une figure en verre brisé, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'être violent, d'être fou, parce qu'il est vraiment lui-même un produit de cette violence. Ça ne le justifie pas. Mais en même temps, si je raconte l'histoire d'une fille, et il faut qu'elle soit la fille de son père. Et c'est ce rapport-là qui est très difficile pour le jeune. Il vient, il va, et voilà, il n'est pas toujours là, il arrive, il fait une irruption, quoi. C'est quelqu'un qui est dans l'irruption. Hein. C'est quelqu'un qui, effectivement, qui est par éclipse, par marée, je ne sais pas comment dire.
effectivement. Est-ce que tu veux bien dire un passage Bien sûr. sur le père intérieur, jusqu'à ici, ce D'accord, bien sûr. Mal réveillée de sa sieste, Louvette pressent chez la mère un air alarmé. Elle donne, plus que jamais, l'impression d'être un animal traqué. Elle lui fait signe de monter à l'étage. Le frère et la sœur sont dans le grand salon du haut, assis autour d'un inconnu. Au passage, elle entrevoit un sourcil levé, des cuisses musclées à travers le pantalon clair, des doigts massifs et une montre en acier. L'homme a des pansements en forme de papillon sur la main droite. Il a l'air abattu de quelqu'un qui a voyagé très longtemps. Louvette s'avance pour saluer poliment. « Bonsoir, monsieur. » Forcément, soupir Archie. « Mais quelle est bête, » dit Zéna. « Je ne te plais pas sans moustache » demande l'homme au sourire triste. Face à la présence inattendue de ce père qu'elle n'a pas reconnu, Louvette ne sait pas trop quoi faire. Du moins, a-t-elle mis tout le monde d'accord à ses dépens. Les rideaux de la maison sont tirés, on mange une pizza et on parle à voix basse. Louvette n'a pas très faim, elle regarde avec étonnement cet homme revenu d'un vélo qu'elle n'a jamais mis les pieds. Il raconte. Cet homme raconte les mois passés dans une station de ski près des Rocheuses, là où était née la Cali, chez un ami qui possède le plus grand élevage de chiens de la région. A-t-il vu la famille de leurs chiens? Il parle de chiens de combat, qu'on mélange et qu'on dresse pour les rendre plus agressifs. Louvette se demande pourquoi on obligerait des chiens à se battre entre eux. Le père dit que c'est une compétition pour gagner de l'argent. Les perdants deviennent des chiens de traîneau pour les touristes. Et il explique comment on mesure la pression exercée par la mâchoire d'un chien de combat. Il y en a même qui pourraient étouffer un homme rien qu'en lui clouant les dents sur le. Le récit du père l'a dégoûté. Comme elle tombe de sommeil, on lui permet d'aller se coucher. Le lendemain, on informe Louvette qu'elle devra céder sa chambre aux visiteurs pendant un temps, puisque c'est la seule qui a une vue sur le ciel sans vis-à-vis. Elle, on l'installe chez la sœur, dans son avoir fait jurer de ne pas faire trop de bruit, puisque sa sœur a le sommeil léger. Curieusement, c'est à partir de ce jour que Louvette devient somnambule. Elle se lève toute la nuit et se cogne systématiquement contre le lit d'Athéna. Pour calmer la guerre entre les filles, on accepte la proposition de Louvette, s'installer dans le salon du haut. Le grand téléviseur atterrit chez le frère, elle garde la belle radio et empile des livres qui ne l'intéressent pas dans le couloir. On lui achète des boîtes colorées pour entasser ses vêtements. Et afin d'éviter tout accident, ses pantoufles, sandales, baskets, ballerines, patins à roulettes et palmes vont sous l'escalier, l'ancien boudoir de son chien, redevenu un cagibi où s'accumule une poussière sans mémoire. Louvette dort ainsi sur un grand canapé, et liée comme en escale dans un couloir d'aéroport, plutôt rasé et débarrassée de ses crises de somnambulisme. Évidemment, comme toute petite fille, toute petite enfant, quoi, elle subit, hein, elle découvre les choses, mais en les subissant, elle ne maîtrise pas sa vie. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a toujours des espèces de voies de traverse pour cet enfant. C'est-à-dire qu'elle découvre des zones de liberté, pas encore une fois par révolte, mais par une espèce d'indocilité ou de curiosité. Alors, elle fait des rencontres, il y a des espèces comme ça, d'idylles qui se forment, mais qui sont toujours un petit peu avortées, enfin, ça ne va pas jusqu'au bout, il y a des déceptions comme ça, dans l'impression que si on parle aussi en termes de déplacement, elle se déplace sans arrêt sur des zones de liberté. D'ailleurs, on circule dans plusieurs pays, enfin, on sent que tu n'as pas voulu trop ancrer de manière réaliste l'histoire, mais donc du coup ça donne une impression je ne sais pas comment dire, d'espèce de trajectoire, ça pourrait aller là, ça pourrait aller là, ça pourrait aller là, et puis finalement ça n'aboutit pas. C'est un peu l'impression qu'on a quand on lit un peu ces itinéraires. Je pense d'une part qu'il faut toujours faire confiance à l'enfant. Oui. Je crois que c'est ce que m'a appris le personnage. J'ai vraiment appris à faire confiance aux enfants, au fait qu'elle va toujours trouver un moyen de se sortir. Mais chez Louvette, d'une manière animale, vraiment, j'ai voulu qu'elle ait un côté instinctif de se dire une sorte
oui, d'instinct de survie, qui dit, là, voilà, je vais traverser ça, mais en fait, je vais sortir de l'autre côté. Et ce côté animal me semblait essentiel, parce qu'elle a été élevée, bien sûr, par une nounou, mais aussi dans la proximité des animaux. Et après, je pense aussi que c'est quelqu'un qui très vite va vouloir, même si elle sort très tard, c'est chez elle, parce qu'elle vit dans une lieu, c'est quelqu'un aussi, c'est un moyen de vie dans un lieu très enfermé. Le but est aussi de rappeler qu'elle va, et c'est pour ça aussi que les percées des sorties vont jusqu'à l'âge adulte. Est-ce que cette femme est nouvelle? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une femme dont on devine qu'elle a beaucoup voyagé, parce qu'à chaque fois, c'est dans un lieu différent qu'elle se remémore des choses. Et je voulais qu'il y ait toujours cette possibilité de la fuite, puisque ça me semblait naturel que par cet instinct animal, elle s'en sorte plus ou moins bien, et que voilà, c'est sa force. Si elle était une super-héroïne, je pense qu'elle aurait ce pouvoir de s'évader, d'apparaître le lendemain dans notre pays. Bon, c'est toujours difficile de donner un jugement sur soi-même et sur son livre comme ça par rapport au paysage littéraire, mais malgré tout, je ne résiste pas à te demander, au fond, ce que signifie pour toi l'enfance ou suivre une enfant par rapport à, bon, quand même, ce qui est une thématique forte de la littérature. Et bon, on sait que voilà, c'est un sujet fort, que ce soit dans l'autobiographie, pour revenir à sa propre enfance, avec ses différentes formes, que ce soit, bon, voilà, je ne sais pas moi, que ce soit les mots de Sartre ou de l'enfance de Sarraud, etc. Bon. Donc, par rapport à tous ces, entre guillemets, récits d'enfance, c'est presque un genre. Hein. Au fond, comment tu te situes, en tout cas, quelles ont été tes références que tu ne voulais pas faire ou dont tu pouvais t'inspirer sur l'idée qu'on se fait ou l'image qu'on se fait de l'enfance? Alors, c'est important parce qu'évidemment, l'enfance était comme tu dis, c'est un genre, donc ça pouvait être absolument écrasant et intimidant par les références, ne serait-ce que, comme tu cites, Sartre et Sarraute. Mais je voulais aussi qu'elle fasse tout un cheminement jusqu'à l'adolescence. Et pour cela, en fait, je m'étais inspirée de beaucoup, évidemment. J'ai pris vraiment, voilà, j'ai fait des années de lecture. Voilà, je trouve que c'est une des richesses principales, c'est celle des multiples lectures, mais aussi, notamment, voilà, je résumerai presque, je répondrai avec deux mots que sont Mensonge et sortilège, qui est le livre d'Elsa Molan, donc une auteure italienne. Et je pense que la littérature italienne, Elsa Molan ou Dolores Prato, m'ont vraiment beaucoup apporté là-dessus. Voilà, c'était peut-être cette figure d'une enfance très riche et à laquelle on peut faire confiance et qui n'est pas forcément ni paradisiaque, ni gentille. Ce n'est pas une gentille, hein, là je raconte parce que j'ai beaucoup de sympathie pour le personnage, mais je pense que ça pouvait être une fille absolument pénible, donc ce n'est pas du tout pour faire voilà, un récit idéal d'une petite fille heureuse et tout, non, c'est vraiment quelqu'un et on pense peut-être qu'elle a pu devenir aussi méchante. Hein. Donc, c'est pour ça que Elsa Molan me semblait très intéressante dans sa construction des personnages, que ce soit donc dans Mensonge et sortilège pour la petite fille ou dans L'île d'Arturo pour le garçon. C'était vraiment les deux. Voilà. Les deux grandes inspirations. Alors, on arrive au bout du livre avec justement cette plongée dans un souvenir traumatique qui permet de comprendre d'ailleurs le début du livre, parce qu'il est question effectivement, comme le dit la quatrième, d'une lésion, c'est aussi une liaison avec le père, d'une lésion oculaire et d'un drame, d'un œil blessé, qui donne aussi en filigrane le sens du mot éclipse, hein, parce qu'il est question d'une éclipse, effectivement, bien réelle, mais aussi de ne pas voir cette éclipse. Qu'est-ce qui s'éclipse? Quelque chose s'est éclipsé. Et donc, il y a une dimension, je ne sais pas si tu l'as su comme ça, mais enfin, psychanalytique,
de ce trajet dans l'enfance, où on arrive effectivement à ce choc, à cet événement qui s'est passé, et qui, voilà, je ne sais pas si c'est l'aboutissement, mais en tout cas qui donne la tonalité psychanalytique de l'ensemble. Je ne sais pas si tu assumes ça ou pas. Je vais te faire lire un passage. Oui, alors je suis un peu, comment dire, j'ai peur de ne pas être assez fine pour parler d'une dimension psychanalytique, mais c'est vrai qu'à l'origine, il y a eu un vrai choc physique, c'est-à-dire un moment, justement, et c'est le corps qui parle aussi, hein, c'est ça, c'est que le choc du début, c'est celui d'un vrai aveuglement, de la perte de la vue, et comment ensuite, dans l'obscurité imposée par un problème des yeux, on voit surgir d'abord de la lumière, et après le souvenir d'une éclipse, qui va, elle, expliquer justement, et je pense que l'éclipse, c'est peut-être la figure qui suit tout le livre, parce qu'il y a un éclipse pendant l'enfance, on peut dater une autre éclipse au moment de son adolescence, et puis aussi comment le cheminement se fait du silence du premier éclipse, parce qu'elle n'a pas le droit de dire au début qu'elle a vu l'éclipse, et très probablement c'est là où elle s'est brûlée les yeux. Une lésion, si vous savez, dans les lésions des yeux, c'est une chose qui ne guérissent jamais, mais qui peuvent mettre des années à vous faire mal. Et donc, c'est pour ça que cette petite fille s'est brûlée, en quelque sorte, tout d'abord avec une éclipse. Ensuite, il y a une autre éclipse, il y a sa propre lésion qui surgit quand c'est une femme adulte. Et puis, il y a aussi une chose très importante, c'est que, donc, je disais, la première éclipse, elle ne peut pas dire qu'elle l'a vue. Et pour la deuxième, elle ment sur la deuxième éclipse. Donc, il y a aussi ce personnage qui apprend à mentir, qui apprend à dire finalement, qui apprend la dissimulation. Donc, effectivement, toute la dimension de l'éclipse, j'ai voulu qu'elle soit déployée partout dans le récit de manière différente, c'est-à-dire les éclipses du père, la disparition, les éclipses des parents en général et des adultes. Elles se retrouvent toutes seules. Et puis, qu'il y a aussi ces variations de lumière qui sont très violentes dans les tropiques. Et puis, qu'on la confronte après à cette question des yeux. Ça me semblait vraiment important. De là à dire, pour la dimension psychanalytique, je sais que c'est là. La question de l'aveuglement, du regard, du souvenir, de l'image, évidemment, c'est très psychanalytique. Bon, c'est aussi cinématographique, évidemment, l'éclipse. Oui, bien sûr. Oui, mais je suis aussi... je sais aussi quelle dimension a joué la lumière du soleil pour moi au moment de l'écriture, justement. Et ça, c'est quelque chose que c'est l'analyse qui l'a fait ressortir. C'est l'analyse qui a permis une forme de légitimation d'une écriture. Moi, mon psy, je n'aurais jamais écrit. Ah oui. Ah oui. Oui. Oui, parce qu'il fallait se sentir légitime en écrivant, et se sentir légitime en écrivant dans une langue qui n'est pas la mienne. Enfin, qui est la mienne de choix, mais qui n'était pas... Donc voilà, tout ça, ça prend du temps, le temps d'une analyse. Tu dis que c'est une langue pas la tienne, donc ce n'est pas une langue maternelle? Non. Si je ne parlais pas avec mes parents, la langue dans laquelle j'ai... Oui, bien sûr. C'est pour ça aussi, c'est une langue de choix, c'est une langue orpheline presque. D'accord. Et est-ce que tu dirais qu'au fond, parce que là tu dis l'analyse ou la psychanalyse a permis de te rendre confiante pour sentir la légitimité à écrire dans une autre langue, mais est-ce que aussi ce livre a joué aussi un rôle dans l'analyse? Est-ce que ce livre était aussi une forme du travail analytique? Je pense qu'il y a un précipité. Après, mon psy fera ce qu'il voudra avec. Mais pour moi, c'est vraiment... C'est une forme de précipité. C'est un moment où il y a quelque chose qui a pris. Et je ne sais pas si c'est un travail... c'est très curieux. Et toi-même, tu as fait cette expérience d'avoir un roman en disant c'est de la fiction, mais en même temps, je sais à quel point... moi, en tout cas, j'ai moins assumé. Est-ce qu'il a lu le livre de psy?
Je ne sais pas. Je vais lui demander s'il est connecté. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est enfin, voilà, c'est important. Je pense que ce sera une manière de réenclencher le travail avec lui. Mais c'est vrai que de manière presque opportuniste, j'étais allée le voir en me disant j'ai envie d'écrire, je dis merde. Je n'arrive pas, je ne m'autorise pas. De toute façon, c'est une question qui touche pratiquement tout le monde. La question de s'autoriser à écrire, c'est bien. Mais bon, je comprends aussi du point de vue du choix de la langue, c'est encore plus délicat. Je vais te demander de lire un dernier extrait. C'est l'extrait justement de la scène finale avec le père, depuis l'ouvert ici. Oui, jusqu'à la lettre. Louvet pense qu'il est temps que la crasse de la vitre disparaisse. Alors, elle prend un cendrier qu'elle lance de toutes ses forces contre le pan, où la nuit du dehors se superpose au reflet du salon. Aucun son n'est sorti de sa bouche. Elle, qui n'a jamais haussé la voix contre ce père qu'elle vous voit, elle va lui dire ce qu'elle ressent depuis le premier jour de son retour. Absolument rien. Elle jette à cet homme un regard, comme elle a jeté le cendrier contre la crasse de la vitre, pour retrouver la vue du jardin. Elle a dû toucher quelque chose hors des mots, parce que visiblement le père a compris qu'il n'est rien pour elle. Elle voit un homme qui sait être méprisé par la créature sans âge qui lui fait face. Elle voit qu'il sait maintenant qu'elle a réussi à voir à travers lui comme une vitre sale, mais elle ne sait pas ce que l'homme a vu en elle, le défi, la superbe, le mépris ou la peur. Mais ce qu'il a vu en elle l'a rendu comme fou. Ce qu'elle voit après, sans pouvoir réagir, ce sont des mains massives, des mains qui attisèrent la colère des chiens de combat. Ces mains qui l'ont porté le jour de son baptême pour, paraît-il, sauver son âme. Des mains qui ont tué peut-être le soir même. Elle voit l'une de ses mains qui tient le colt, c'est la main droite, puisque contrairement à elle, il est droitier. Elle voit sa main droite tenant le colt, mais elle la voit trop tard, qui lui écrase la crosse en bois sur le visage. D'ailleurs, elle n'a rien vu, parce que l'instant d'après, elle est à terre. Il geint à ce côté. Il dit « Pardon, princesse ». Et elle sent juste une douleur cuisante, là où va une masse brûlante, à l'endroit de son œil gauche. Elle devine, plus qu'elle ne le voit, un homme qui se lève lorsqu'elle parvient à articuler « Vous n'existez pas, monsieur ». Il s'éloigne, emporté au plus vide et au plus obscur de lui-même. Il n'est plus qu'une ombre qui monte les escaliers menant aux chambres. Merci beaucoup, Gabriela. Juste pour terminer cet entretien, et puis on écoutera peut-être une série de questions qui se sont posées. J'aimerais que tu parles de ce que c'est que écrire un premier roman. Tu viens d'en parler un petit peu, ce que c'est que s'autoriser. Mais bon, on a que notamment des étudiantes et des étudiants qui, pour beaucoup, ont une pratique d'écriture intime, enfin, dans l'intimité, voilà, qui se posent la question de ce que c'est que s'autoriser, pourquoi on écrit plutôt un roman, et qu'est-ce que ça implique aussi concrètement que de se lancer, que d'envoyer son texte à qui, voilà. Donc, est-ce que tu pourrais parler de cette expérience, de partager cette expérience, puisque c'est voilà, ton premier roman. Oui, alors c'était déjà, je ne suis pas je sais pas, une jeune romancière au sens où j'ai pendant très longtemps mené une écriture de journal intime. Ça m'a toujours accompagnée, je pense que c'est vital. Et je sais que c'est un jour très important comme pour Louvain, que le jour où elle a appris à lire. Pour moi, un jour très important, c'était le jour où j'ai commencé à écrire mon journal intime en français et à rêver en français. Et c'est là où je me suis dit, c'est la langue qui m'a choisi et que je choisis pour m'exprimer. Et donc, je pense qu'il a fallu aussi une maladie, un moment d'arrêt du corps et de blocage très fort. Alors, je vous raconte l'histoire. Je vous raconte l'histoire, c'est que j'avais beaucoup de textes que je présentais à droite à gauche, souvent sous pseudo. Et je travaillais sur un texte que j'avais envoyé comme ça à 2 ou 3 amis. Et un jour, j'ai été cambriolée. Quelqu'un a volé mon ordinateur, c'est entré dans mon ordinateur. Et en perdant cet ordinateur, je me suis rendu compte que ce n'était pas tant
l'objet qui me manquait, qui n'est pas. C'était vraiment que je n'avais pas fait de sauvegarde et que je ne savais plus qui j'étais parce que je n'avais plus la mémoire de tous ces textes. Et donc j'étais vraiment perdue. Je sentais comme si j'avais été mutilée en quelque sorte. Et donc j'ai demandé à certains amis proches en disant je ne sais plus qui je suis depuis le cambriolage parce que c'est quand même une effraction de son intimité, c'est quelque chose de très moche. Et donc j'ai dit je ne sais plus qui je suis. Et j'ai un ami qui m'a envoyé ce fameux texte, qui était un peu l'origine de Louvens, qui m'a envoyé ce texte où il y avait certains souvenirs de la découverte de la haute mer. Parce que c'est ça aussi. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que comme j'ai grandi dans un pays au bord de la mer, j'ai très vite appris à nager et très vite on m'a lancé comme ça de manière qui semblerait presque irresponsable, mais à la haute mer. Voilà, sans égard et tout ça. Donc, j'ai très vite appris à me défendre face aux grandes vagues dans ces plages de surf et tout ça. Donc, en fait, ces souvenirs-là étaient un début de texte. Et cette amie m'a dit voilà, ça c'est toi. Je crois que si tu te cherches, si tu ne sais plus qui tu es parce que tu as perdu de texte, tu devrais relire celui-ci. Et c'est comme ça que, voilà, que tout s'est mis en place et que moi j'ai un travail alimentaire, certes dans le milieu du cinéma qui me plaît beaucoup, mais c'est malgré tout un travail qui me tient loin de l'écriture. Donc c'était beaucoup de discipline. C'était le soir, le midi ou très tôt le matin d'écrire, toujours. Et puis, il y a eu un moment aussi, un moment d'arrêt de maladie. Et je me suis dit que justement, grâce à mon psy et grâce à des amis, j'ai compris aussi que peut-être je m'étais rendue malade de ne pas écrire, de ne pas continuer. Et donc, c'est ainsi que, voilà, que j'ai continué ce texte. Mais je dois dire aussi que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Parce que c'est grâce à un ami que j'ai rencontré les éditeurs de chez Vertical et très vite les choses se sont mises en place. C'est-à-dire que mes amis, sachant que j'avais écrit, que j'avais des textes à droite à gauche, que ça grouillait un peu, c'est eux vraiment qui ont dit, voilà, qui a fait un peu c'est lui qui a fait le passeur en quelque sorte avec Yves Pagès, en disant voilà, je pense qu'elle a quelque chose à vous montrer. Et je n'avais rien. Et donc, forcément, l'éditeur me dit alors quand est-ce que vous m'envoyez quelque chose? Et là, j'ai juste dit il faut me donner quelques mois. Et donc là, c'était le travail fou. Et c'est comme ça que c'est fait. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là aussi. C'est-à-dire que je comprends pour quelqu'un qui est dans la pratique de l'écriture qu'il y a des gens qui ont besoin d'être soutenus en amont. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une commande. Il y en a d'autres qui ont cette force de terminer un texte et de l'envoyer partout, partout, partout. Et je pense qu'il n'y a pas de règle autre que celle de cette envie d'écrire, de cette hantise. Moi, je pense que c'était en moi comme une hantise et qu'à un moment, j'ai dû quand même accepter ça parce que sinon, c'était le moment aussi où, à mon âge, je me suis dit est-ce qu'il faut faire le deuil de l'écriture pour être heureuse? Je n'allais pas rester avec ces cadavres de texte. C'est comme la thèse. À un moment, je n'avais plus envie de faire ma thèse. Je détestais mon sujet de thèse et je n'arrivais plus. Et en fait, à un moment, je me suis dit, je ne vais pas la terminer parce que sinon, ça va rester. Ça va rester. Et donc, je l'ai terminée. J'étais en larmes. La fin de thèse est horrible. Et la fin du livre aussi, hein, c'est atroce. Mais voilà, c'était important. Et je pense que peut-être aussi un des textes auxquels je suis le plus retournée quand je n'arrivais plus à avancer, c'est un texte qu'on m'avait offert ici à New York. Et c'est un grand classique quand même de ces moments-là. C'est Lettre à un jeune poète de Rilke, que j'avais lu en anglais en plus. Et c'est vrai que voilà, tout est là. La question de la solitude, la question de la hantise justement de l'écriture, la question de la volonté, parce qu'en fait, il est en train d'écrire à quelqu'un dont on sait, nous, qu'il ne sera pas écrivain, mais qui s'adressait à Rilke en lui disant « Je veux être poète comme vous ». Et alors Rilke, forcément égoïste comme la plupart des écrivains, lui répond si vous n'avez pas le choix, si c'est tout ce que vous voulez faire, allez-y. Et personne ne va vous plaindre, personne ne va vous aider. Donc c'est un peu ça aussi, très très important. Et un texte capital pour
pour ça. D'accord. Bon, après, je suis très content de t'entendre dire ici qu'il faut terminer sa thèse. Ah oui, parce que sinon, c'est ça, ça prend un cadavre dans l'armoire. Bon, j'espère que le message passera bien. Et juste pour terminer, tu peux nous dire si tu as l'intention de continuer, si pour toi tu as des projets de romans, de récits. Oui, absolument, parce que maintenant que j'ai pris, je ne vais pas revenir en arrière. C'est ça aussi, c'est que le premier, enfin, je sais pas, on dit souvent que c'est le deuxième le plus difficile, que c'est le troisième. On verra bien. On verra bien si c'est le cas. Je pense que effectivement, on met tellement de choses de soi dans le premier qu'après, on est étonné. Moi, j'étais très étonnée par. Enfin voilà, j'ai l'impression que ton image de la gare était très juste. Et moi, je ne sais pas si je me suis trompée de train, si je suis restée au café en train de siroter et que j'ai laissé passer un train, ou qu'alors je me suis retrouvée comme dans le film de Wes Anderson, comme la séquence du début, on a quelqu'un qui court pour avoir son train et en fait, il n'arrive pas. Et à côté de lui, il y a donc Adrian Brody qui vient et qui, lui, attrape son train. Je ne sais pas lequel des personnages je suis, mais peut-être que je suis juste la musique. C'est pas très belle. Et donc, je suis juste proche de la chanson, je ne sais pas exactement. Mais c'est vrai qu'on verra pour le deuxième. En tout cas, moi, je me dis maintenant que j'y ai pris goût, je n'ai plus du tout envie d'arrêter. Très bien. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Gabriela. Est-ce qu'il y a des questions, soit dans la salle ou bon, on est aussi en rapport avec des auditeurs, des auditrices qui sont en ligne. Donc, est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées ou est-ce que vous voulez poser des questions à Gabriela? Est-ce qu'on a un retour? Non, c'est vrai que je n'ai pas précisé qu'on pouvait poser des questions à travers le Q&A. Mais je crois que de toute façon, c'était très riche et que c'est magnifique de terminer sur tout ce que tu nous as dit. Donc, on va rester là et encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi.